amis, c'est très grave. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons vous parler d'une affaire qui secoue en ce moment même la République démocratique du Congo, et plus particulièrement la ville de Lubumbashi. Une affaire qui mêle religion, mystère, mort suspecte et disparition inexpliquée. Une affaire qui, depuis quelques semaines, ne cesse de prendre de l'ampleur et qui divise profondément une communauté entière. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre ce soir est à la fois troublant, bouleversant et loin d'être terminé. Au centre de tout cela, un nom, le pasteur Marcelo. Un homme d'église, un leader spirituel, un homme que des milliers de fidèles ont suivi, écouté, respecté et aimé pendant des années. Un homme qui, depuis sa chair, prêchait la parole de Dieu, guidait les âmes perdues et se présentait comme un berger pour son troupeau. Mais aujourd'hui, ce pasteur est introuvable, volatilisé, disparu dans la nature comme s'il n'avait jamais existé. Et personne, ni ses proches, ni ses fidèles, ni même la justice, ne sait exactement où il se trouve en ce moment précis. Où est passé le pasteur Marcelo? C'est la question qui est sur toutes les lèvres. C'est la question qui agite des milliers de personnes au Congo et bien au-delà des frontières du pays. C'est la question qui empêche des familles entières de dormir la nuit. Et c'est cette même question qui nous a poussés, ce soir, à ouvrir ce dossier devant vous, pour tenter ensemble de comprendre ce qui se passe réellement et surtout, pour donner une voix à ceux qui souffrent en silence depuis trop longtemps. Mais pour comprendre la disparition du pasteur Marcelo, il faut d'abord comprendre ce qui l'a précédé. Car rien dans cette histoire ne commence avec sa fuite. Tout commence bien avant. Tout commence avec une femme. Une femme que beaucoup connaissaient, que beaucoup aimaient et que beaucoup pleurent encore aujourd'hui. Cette femme, c'est Blanche Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo, la mère de ses enfants, la compagne de sa vie, et selon toute vraisemblance, le point de départ de toute cette tragédie qui nous réunit ce soir. Blanche Tounassi n'était pas une femme ordinaire. Au sein de l'Église de la Compassion, elle était une figure centrale, respectée, admirée, aimée de tous. Les fidèles la voyaient comme une mère, une amie, une sœur spirituelle. Elle était présente, engagée et profondément attachée à sa communauté. Ceux qui l'ont connue parlent d'elle avec une tendresse infinie et une douleur palpable dans la voix. Parce que Blanche, aujourd'hui, n'est plus là. Du moins, c'est ce que l'on nous dit officiellement. Et c'est précisément là que tout se complique. Parce que les circonstances de la mort de Blanche Tounassi, ou de sa disparition selon certains, sont floues, contradictoires et profondément troublantes. Ce qui est certain, c'est qu'elle était en bonne santé avant de partir. Les témoins sont formels là-dessus. Pas de maladie connue, pas de signes avant-coureurs. Une femme debout, vivante, active. Et puis, du jour au lendemain, elle est devenue un cadavre. Sans explication claire, sans réponse satisfaisante, sans vérité établie. Alors forcément, les questions ont commencé à surgir. Les murmures ont commencé à enfler. Et les rumeurs, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, ont commencé à circuler avec une rapidité foudroyante. Certains disent qu'elle a été empoisonnée. D'autres affirment qu'elle a été sacrifiée par son propre mari dans le cadre de pratiques occultes. Et d'autres encore, et c'est peut-être le plus stupéfiant, affirment que Blanche Tounassi n'est tout simplement pas morte. Qu'elle serait en vie, quelque part, cachée loin des regards. Est-ce possible? Est-ce une rumeur de plus destinée à alimenter le chaos? Ou y a-t-il, derrière tout cela, une vérité que l'on cherche activement à dissimuler? Ce qui est sûr, c'est que cette mort, réelle ou supposée, a tout déclenché. Elle a déclenché la colère des fidèles. Elle a déclenché la douleur des enfants. Elle a déclenché la révolte de la famille de Blanche. Et elle a déclenché une convocation du pasteur Marcelo devant la justice congolaise. Un homme de Dieu, appelé à rendre des comptes devant les hommes.
un tournant brutal, un moment de vérité que beaucoup attendaient et que le pasteur, visiblement, n'était pas prêt à affronter. Car voilà ce qui s'est passé ensuite. Acculé par la justice, abandonné par une partie de ses proches, attaqué par ses propres enfants et par ses fidèles, le pasteur Marcelo a choisi de fuir. Il a disparu. Et depuis ce jour, personne ne sait où il se cache. Les recherches sont en cours. Les appels se multiplient. La communauté est en état de choc. Et l'Église de la Compassion, autrefois un lieu de paix et de recueillement, est aujourd'hui au cœur d'une tempête sans précédent. Ce soir, nous avons décidé de vous raconter cette histoire dans son intégralité. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous vous parlons ce soir de l'une des affaires les plus troublantes qui secouent actuellement la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Une affaire de disparition, de mort suspecte, de trahison spirituelle et de secrets soigneusement gardés. Et pour comprendre cette affaire dans sa totalité, il faut absolument parler d'elle. Il faut prononcer son nom. Il faut lui rendre la place qu'elle mérite au centre de cette histoire. Cette femme, c'est Blanche Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo. Et sans elle, rien de ce qui se passe aujourd'hui n'aurait eu lieu. Blanche Tounassi n'était pas une femme que l'on oublie facilement. Ceux qui l'ont connue, ceux qui ont prié à ses côtés, ceux qui ont partagé des moments de vie avec elle au sein de l'Église de la Compassion, tous vous diront la même chose. C'était une femme lumineuse, une femme de caractère, une femme profondément ancrée dans sa foi, dans sa famille et dans sa communauté. Elle n'était pas simplement l'épouse du pasteur, elle était une pilier, une présence forte et rassurante que les fidèles aimaient retrouver chaque semaine. Une mère pour beaucoup, une amie pour d'autres. Et pour ses propres enfants, elle était tout simplement irremplaçable. Mais Blanche Tounassi avait aussi une autre dimension. Une dimension que peu de gens évoquent ouvertement, mais que tout le monde semble connaître en coulisses. Blanche savait des choses. Des choses sur son mari. Des choses sur sa vie cachée. Sur ses pratiques. Sur ses fréquentations. Sur les zones d'ombre qui entouraient cet homme que le monde voyait comme un serviteur de Dieu. Elle vivait avec lui. Elle partageait son intimité. Elle connaissait ses secrets les plus profonds. Et selon certaines sources proches du dossier, c'est précisément cette connaissance qui aurait fait d'elle une cible. Une femme qui en sait trop devient rapidement une femme dangereuse pour ceux qui ont quelque chose à cacher. Alors qu'est-il exactement arrivé à Blanche Tounassi ? C'est là que les versions divergent et que le mystère s'épaissit de manière inquiétante. Ce qui est établi, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est un seul fait. Blanche était en bonne santé. Les témoins sont unanimes. Pas de maladie diagnostiquée. Pas de fragilité physique particulière. Une femme debout, active, présente dans sa vie quotidienne. Et puis, sans crier gare, sans signe avant-coureur apparent, elle est morte. Ou du moins, c'est la version officielle. Parce que la réalité, elle, est beaucoup plus complexe que cela. Car voici ce que les gens disent dans les rues de Lubumbashi, dans les couloirs de l'église, dans les familles et dans les foyers. Blanche n'est pas morte d'une mort naturelle. Certains affirment qu'elle a été empoisonnée, lentement, méthodiquement, par quelqu'un qui connaissait parfaitement ses habitudes. D'autres vont encore plus loin et soutiennent qu'elle a été sacrifiée, offerte dans le cadre de rituels occultes auxquels le pasteur Marcelo aurait participé. Des accusations terribles. Des accusations qui font froid dans le dos. Mais des accusations qui, dans ce contexte précis, ne tombent pas du ciel. Elles s'appuient sur des faits, sur des comportements, sur des aveux même, nous y reviendrons,
qui donne à ces rumeurs une résonance particulièrement troublante. Et puis, il y a cette troisième version, celle qui, d'une certaine façon, est peut-être la plus déstabilisante de toutes. Certaines personnes, des personnes qui semblent bien informées, affirment que Blanche Tounassi est toujours en vie, qu'elle n'aurait pas été tuée, mais qu'elle aurait été faite disparaître, cachée, éloignée de force, ou peut-être même de son plein gré sous la contrainte, loin de sa famille, loin de ses enfants, loin de tout ce qu'elle connaissait. Est-ce possible ? Dans quel endroit serait-elle ? Dans quelles conditions vivrait-elle ? Personne ne peut répondre à ces questions avec certitude aujourd'hui. Mais le simple fait que cette version circule, qu'elle soit portée par des gens sérieux et proches du dossier, suffit à maintenir une flamme d'espoir et une profonde angoisse dans le cœur de ceux qui l'aiment. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la mort ou la disparition de Blanche Tounassi n'a pas eu lieu dans un hôpital lointain, dans un pays étranger, loin des regards. Non, tout s'est passé ici, à Lubumbashi, dans sa propre ville, là où tout le monde la connaissait, là où tout le monde pouvait voir. Et c'est précisément cela qui choque le plus les habitants, les fidèles et la famille. Comment une telle chose a-t-elle pu se passer sous leurs yeux sans que personne ne réagisse à temps ? Comment a-t-on pu laisser cette femme disparaître ainsi, sans bruit, sans justice, sans vérité ? Ce soir, Blanche Tounassi n'est plus là pour parler. Mais sa mémoire, elle, parle encore. Mesdames et messieurs, nous poursuivons ce soir notre plongée au cœur de l'affaire Pasteur Marcelo. Et si les 2 premiers segments de notre émission vous ont permis de comprendre qui sont les protagonistes de cette histoire, ce 3e segment va vous emmener là où tout s'est vraiment embrasé. Là où la douleur silencieuse d'une communauté s'est transformée en colère ouverte. Là où les chuchotements discrets des uns sont devenus les cris des autres. Nous allons parler ce soir des rumeurs. Non pas pour les alimenter aveuglément, non pas pour jeter de l'huile sur le feu, mais pour comprendre pourquoi elles sont nées, pourquoi elles se sont propagées avec une telle vitesse, et surtout, pourquoi tant de personnes y croient avec une conviction absolue. Parce que les rumeurs, mesdames et messieurs, ne naissent jamais de rien. Une rumeur qui dure, une rumeur qui traverse les quartiers, les familles, les frontières, et qui résiste au temps, c'est une rumeur qui s'accroche à quelque chose de réel, à une douleur, à une incohérence, à une vérité que les faits officiels ne parviennent pas à expliquer. Et dans le cas de Blanche Tounassi, les incohérences sont tellement nombreuses, tellement criantes, que les rumeurs n'ont pas seulement circulé, elles ont explosé. Tout commence par ce constat simple, brutal, que nous avons déjà évoqué mais sur lequel il faut absolument revenir. Blanche Tounassi était en bonne santé. Ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas un sentiment. C'est ce que disent les gens qui la voyaient régulièrement. Elle était debout. Elle était active. Elle participait à la vie de l'Église, à la vie de sa famille, à la vie de sa communauté. Et puis, du jour au lendemain, sans maladie déclarée, sans hospitalisation prolongée, sans aucun signe précurseur visible, elle est morte. Ou disparue, selon la version que vous choisissez de croire. Mais dans tous les cas, cette transition brutale entre la vie et l'absence a créé un vide. Et dans ce vide, les questions se sont engouffrées comme un vent violent. La première rumeur, la plus répandue, la plus ancrée dans les esprits, c'est celle de l'empoisonnement. Des gens affirment, avec des détails troublants, que Blanche aurait été empoisonnée. Pas accidentellement, pas par négligence, mais délibérément,
par quelqu'un qui avait accès à son quotidien, à sa nourriture, à son environnement immédiat. Quelqu'un qui la connaissait intimement. Quelqu'un qui vivait sous le même toit qu'elle. Les regards se tournent naturellement vers le pasteur Marcelo. Personne ne l'accuse officiellement à ce stade. Mais dans les esprits, la question est là, suspendue, lourde, impossible à ignorer. La deuxième rumeur est encore plus sombre, encore plus difficile à entendre, surtout pour une communauté de croyants. Certaines personnes affirment que Blanche Tounassi aurait été sacrifiée, offerte, utilisée comme monnaie d'échange dans le cadre de pratiques occultes auxquelles le pasteur Marcelo aurait participé en secret. Une accusation monstrueuse. Une accusation qui, dans un contexte purement rationnel, pourrait sembler exagérée ou même absurde. Sauf que dans ce dossier précis, cette accusation ne surgit pas du néant. Elle est directement liée à une révélation que le pasteur lui-même aurait faite et que nous allons développer dans les prochains segments de notre émission. Une révélation qui, une fois connue, donne à cette rumeur de sacrifice une résonance particulièrement troublante et difficile à balayer d'un revers de main. Et puis, il y a les voix qui disent autre chose. Les voix qui affirment que derrière la mort officielle de Blanche, derrière le deuil affiché, derrière les condoléances et les prières, se cache une réalité encore plus complexe. Ces voix disent que Blanche connaissait les secrets du pasteur, qu'elle savait exactement qui il était vraiment, qu'elle avait accès à des informations que son mari ne pouvait pas se permettre de laisser circuler, et que c'est précisément pour cette raison qu'elle a été réduite au silence. Pas parce qu'elle était une ennemie, pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'elle savait trop. Parce qu'une femme qui connaît les secrets d'un homme puissant devient, qu'elle le veuille ou non, une menace pour cet homme. Dans les rues de Lubumbashi, ces rumeurs ne sont plus des chuchotements. Elles sont devenues des certitudes pour beaucoup. Elles ont traversé les marchés, les transports en commun, les réseaux sociaux, les réunions de famille, les cercles de prière. Elles ont atteint des oreilles que personne n'imaginait toucher. Et elles ont provoqué quelque chose d'irréversible. Elles ont retourné une communauté entière contre son propre pasteur. Des fidèles qui priaient sous son autorité. Des enfants qui portaient son nom. Une famille qui lui faisait confiance. Tous, aujourd'hui, réclament des comptes. Ce soir, nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour informer. Jusqu'ici, nous vous avons parlé d'une femme morte. Nous vous avons parlé de deuil, de suspicion, de rumeurs autour des circonstances de sa disparition. Mais voilà que ce soir, une nouvelle version de l'histoire surgit. Une version qui remet tout en question. Une version qui, si elle s'avère exacte, changerait radicalement la nature même de cette affaire. Certaines personnes affirment aujourd'hui, avec une conviction troublante, que Blanche Tounassi n'est pas morte, qu'elle serait toujours en vie. Prenons un moment pour mesurer le poids de cette affirmation. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une rumeur de rue lancée par des inconnus sans crédibilité. Il ne s'agit pas d'un bruit de couloir que l'on peut facilement écarter. Non. Ce sont des personnes proches du dossier, des gens qui connaissaient Blanche personnellement, des membres de sa communauté qui avancent cette hypothèse avec des arguments. Et quand des gens qui ont côtoyé une femme de près affirment qu'elle pourrait être en vie, cela mérite que l'on s'y arrête sérieusement. Cela mérite que l'on pose la question sans détour, sans faux semblant, et sans avoir peur de ce que la réponse pourrait impliquer. Alors posons-la clairement, cette question. Blanche Tounassi est-elle vraiment morte? Et si elle ne l'est pas, où se trouve-t-elle en ce moment? Dans quelles conditions vit-elle? Est-elle libre de ses mouvements? A-t-elle été contrainte de disparaître? A-t-elle été éloignée de force, arrachée à sa famille, à ses enfants, à tout ce qu'elle aimait? Ou bien a-t-elle choisi elle-même de disparaître, sous la pression, sous la menace,
sous un poids que nous ne pouvons qu'imaginer. Autant de questions qui restent, pour l'heure, totalement sans réponse, mais qui méritent d'être posées ce soir, devant vous, sans détour. Ce qui rend cette hypothèse particulièrement troublante, c'est le contexte dans lequel elle émerge. Rappelons les faits que nous avons établis dans les segments précédents. Blanche Tounassi était en bonne santé avant sa disparition. Aucune maladie connue, aucun signe de faiblesse physique particulier. Et pourtant, du jour au lendemain, elle n'est plus là. Par ailleurs, certains affirment qu'elle connaissait les secrets les plus profonds du pasteur Marcelo. Des secrets liés à ses pratiques, à ses fréquentations, à sa double vie. Des secrets que cet homme ne pouvait absolument pas se permettre de voir exposés au grand jour. Et là, une logique froide et implacable s'impose d'elle-même. Si Blanche savait trop, il y avait 2 solutions pour la faire taire. La première, c'est la mort. La seconde, c'est la disparition forcée. Et si c'est cette deuxième option qui a été choisie, alors Blanche Tounassi est peut-être vivante quelque part ce soir, pendant que nous parlons d'elle. Mais il y a encore autre chose. Quelque chose que les personnes qui soutiennent cette version de l'histoire soulignent avec insistance. Si Blanche avait été tuée, si elle avait réellement été assassinée, pourquoi autant de flou autour des circonstances de sa mort ? Pourquoi aucune transparence totale sur ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi les réponses officielles restent-elles aussi vagues, aussi insatisfaisantes, aussi incomplètes ? Pour certains, ce flou n'est pas accidentel. Ce flou est entretenu. Ce flou est voulu. Et un flou aussi soigneusement maintenu autour de la mort d'une femme en bonne santé ne peut signifier qu'une seule chose. Il y a quelque chose à cacher. Quelque chose de grand. Quelque chose de grave. Et puis il y a les enfants. Les enfants de Blanche Tounassi qui ont grandi avec cette douleur, avec cette absence, avec ce vide immense que laisse une mère disparue. Ces enfants aujourd'hui ne se taisent plus. Ils parlent. Ils réclament. Ils exigent de savoir ce qui est arrivé à leur mère. Et dans leur façon de réclamer, dans leur façon de poser les questions, certains observateurs perçoivent quelque chose de particulier. Pas seulement la douleur du deuil, pas seulement la colère de l'injustice, mais aussi peut-être une toute petite flamme d'espoir. L'espoir insensé, fragile, mais tenace, que leur mère soit peut-être encore quelque part. Vivante, en attente d'être retrouvée. Est-ce un espoir fondé ? Est-ce une illusion que la douleur a créée pour rendre l'absence supportable ? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude ce soir. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que cette question, Blanche est-elle vivante, est désormais au cœur de l'affaire. Elle ne peut plus être ignorée. Elle ne peut plus être balayée. Elle s'impose à nous avec une force qui oblige tout le monde, la justice, la famille, la communauté, à regarder cette histoire sous un angle nouveau. Et si les 4 premiers segments de notre émission vous ont permis de mesurer l'ampleur humaine et émotionnelle de cette affaire, ce 5e segment va vous emmener sur un terrain différent. Un terrain plus formel, plus institutionnel, mais tout aussi explosif. Parce que ce soir, nous allons vous parler de la justice. Nous allons vous parler du moment précis où l'État congolais, avec toute son autorité, avec toute la solennité que cela implique, a décidé de s'inviter dans cette affaire. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, ce moment a tout changé. Pendant longtemps, l'affaire Pasteur Marcelo est restée dans la sphère privée, dans les murmures des fidèles, dans les conversations de famille, dans les cercles fermés de la communauté chrétienne de Lubumbashi. Pendant longtemps, les accusations, les rumeurs, les douleurs, tout cela s'est agité à l'intérieur d'un monde clos, loin des regards officiels, loin des institutions,
loin des tribunaux. Mais il arrive toujours un moment où une affaire dépasse les murs qui la contiennent. Il arrive toujours un moment où la pression devient trop forte, où les voix deviennent trop nombreuses, où le silence des autorités devient lui-même insupportable. Et ce moment est arrivé. La justice congolaise a décidé d'agir. Le pasteur Marcelo a été convoqué. Une convocation judiciaire. 3 mots qui, dans la bouche d'un homme ordinaire, peuvent sembler anodins. Mais dans la bouche d'un pasteur, d'un leader spirituel, d'un homme qui se présentait comme un représentant de Dieu sur cette terre, ces 3 mots prennent une dimension extraordinaire. Parce qu'une convocation judiciaire, c'est la société qui dit à un individu « Tu as des comptes à rendre ». Non pas à tes fidèles, non pas à ta famille, non pas à ta conscience, mais à la loi, à la justice des hommes. Et pour un homme qui avait bâti toute son autorité sur la parole divine, sur l'idée qu'il répondait uniquement devant Dieu, cette convocation représentait une fracture profonde, une fracture publique, une fracture humiliante. Mais ce qui rend cette convocation encore plus significative, c'est le contexte dans lequel elle intervient. Rappelons où nous en sommes. Blanche Tounassi est morte ou disparue dans des circonstances totalement inexpliquées. Les rumeurs d'empoisonnement et de sacrifice circulent ouvertement dans la ville. La famille de Blanche réclame des réponses. Les fidèles de l'Église de la Compassion sont en état de choc et de révolte. Et les enfants du pasteur eux-mêmes ont pris leur distance avec leur père. C'est dans ce contexte explosif, dans ce climat de défiance totale, que la justice décide d'intervenir. Et cette intervention, loin de calmer les esprits, va au contraire accélérer la chute du pasteur Marcelo. Car voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas toujours sur le fonctionnement de la justice dans une affaire aussi sensible. Une convocation n'est pas une condamnation. Une convocation, c'est une invitation à s'expliquer. C'est une main tendue par les institutions pour permettre à un individu de donner sa version des faits, de répondre aux accusations, de se défendre face aux allégations qui pèsent sur lui. C'est, en théorie, une opportunité de transparence, une opportunité de vérité. Mais pour que cette opportunité soit saisie, il faut une condition essentielle. Il faut que l'individu concerné accepte de se présenter. Il faut qu'il accepte de faire face. Il faut qu'il accepte de regarder la justice dans les yeux et de dire ce qu'il a à dire. Et c'est précisément là que le pasteur Marcelo a échoué. Parce que face à cette convocation, face à cette main tendue par la justice congolaise, le pasteur n'a pas répondu avec transparence. Il n'a pas répondu avec courage. Il n'a pas répondu avec la sérénité d'un homme qui a la conscience tranquille. Non, il a répondu par la fuite. Et cette fuite, mesdames et messieurs, est en elle-même un aveu. Pas nécessairement un aveu de culpabilité au sens juridique du terme, mais un aveu de faiblesse, un aveu de peur, un aveu que quelque chose dans cette affaire ne supporte pas la lumière. Il faut également comprendre ce que cette convocation représente pour la famille de Blanche Tounassi. Pour ses proches qui attendaient depuis si longtemps que quelqu'un, quelque part, prenne leur douleur au sérieux. Pour ses enfants qui grandissaient avec une absence inexpliquée. Pour ses fidèles qui priaient dans une église dont le leader était désormais soupçonné des pires actes. Cette convocation judiciaire était un signal fort, un signal que leur combat n'était pas vain, que leur voix avait été entendue, que la vérité, aussi longtemps qu'elle soit enterrée, finit toujours par remonter à la surface. Mais aujourd'hui, la justice se trouve face à un obstacle de taille. Elle a convoqué un homme qui n'est plus là. Elle a tendu la main à quelqu'un qui a choisi de disparaître plutôt que de répondre.
Et cette situation crée un vide juridique. Nous continuons. Et si la scène précédente vous a montré comment la justice officielle, celle des tribunaux et des institutions, a décidé de s'emparer de cette affaire, ce 6e segment va vous emmener vers quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus douloureux, de beaucoup plus dévastateur d'une certaine façon que n'importe quelle convocation judiciaire. Parce que ce soir, nous allons vous parler du jugement des siens, du jugement de ceux qui aimaient le pasteur Marcelo, de ceux qui lui faisaient confiance, de ceux qui avaient placé en lui leur foi, leur espoir et parfois même leur vie entière. Et quand ces gens-là se retournent contre vous, quand ceux qui vous aimaient deviennent ceux qui vous accusent, aucun tribunal au monde ne peut infliger une peine aussi lourde. Il existe une vérité universelle que chaque être humain comprend instinctivement, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, quelle que soit son histoire. Cette vérité, la voici. On peut survivre au jugement des étrangers. On peut survivre à la critique du monde extérieur. On peut même survivre, parfois, au jugement de la loi. Mais il est infiniment plus difficile de survivre au jugement de ceux que l'on aime, de ceux que l'on a élevés, de ceux que l'on a guidés, de ceux qui ont cru en vous comme on croit en une lumière dans l'obscurité. Et c'est exactement ce que vit le pasteur Marcelo aujourd'hui. Il n'est pas seulement poursuivi par la justice de son pays. Il est jugé, condamné et rejeté par les siens. Commençons par les fidèles, ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, se levaient tôt le matin, mettaient leurs plus beaux habits et se rendaient à l'église de la Compassion pour écouter la parole que le pasteur Marcelo leur délivrait. Ces gens qui lui faisaient des offrandes, ces gens qui priaient pour lui, ces gens qui voyaient en lui un intermédiaire entre eux et Dieu. Ces fidèles-là, aujourd'hui, sont en colère. Une colère froide, profonde et implacable. Parce qu'ils n'ont pas seulement perdu leur pasteur, ils ont perdu quelque chose de bien plus précieux. Ils ont perdu leur confiance. Et une confiance brisée dans le domaine de la foi, c'est une blessure qui ne cicatrise pas facilement. C'est une blessure qui laisse des traces pour des années, parfois pour toute une vie. Ces fidèles réclament aujourd'hui la vérité sur la mort de Blanche Tounassi. Ils la réclament non pas par curiosité malsaine, non pas par soif de scandale, mais parce que Blanche était l'une des leurs. Elle était leur sœur en Christ. Elle était leur mère spirituelle. Elle était une partie intégrante de leur communauté. Et ils estiment, à juste titre, avoir le droit de savoir ce qui lui est arrivé. Ils estiment que leur loyauté envers cette Église, envers cette communauté, mérite en retour une réponse honnête. Une réponse claire. Une réponse qui respecte la mémoire de cette femme qu'ils aimaient et qu'ils pleurent encore. Mais il y a ensuite quelque chose encore plus dévastateur. Quelque chose qui dépasse le cadre de la communauté et qui touche au plus profond de l'intime. Les enfants du pasteur Marcelo ont pris position. Ses propres enfants. Ceux qu'il a mis au monde. Ceux qu'il a regardés grandir. Ceux pour qui il était censé être un père, un protecteur, un modèle.
Ces enfants-là ont décidé eux aussi de réclamer des comptes à leur père. Et cette décision, mesdames et messieurs, n'est pas anodine. Elle est même extraordinairement révélatrice. Parce qu'un enfant ne se retourne pas contre son père à la légère. Un enfant ne prend pas publiquement position contre celui qui lui a donné la vie sans avoir de très bonnes raisons de le faire. Et quand les enfants d'un homme choisissent de se joindre à ceux qui l'accusent, cela nous dit quelque chose d'essentiel sur cet homme. Cela nous dit que la vérité, même dans l'intimité du foyer, même derrière les portes fermées de la maison familiale, était impossible à ignorer. Que savent exactement les enfants du pasteur Marcelo? Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils entendu? Qu'ont-ils vécu au quotidien dans l'ombre de cet homme que le monde voyait comme un serviteur de Dieu? Nous ne pouvons pas répondre à ces questions avec précision ce soir. Mais ce que nous savons, c'est que leur prise de position publique a eu un effet dévastateur sur l'image du pasteur. Parce que si ses propres enfants doutent de lui, si ses propres enfants réclament des explications, alors comment le reste du monde pourrait-il lui accorder le bénéfice du doute? Et puis, il y a les autres hommes de Dieu. Les pasteurs, les responsables spirituels, les leaders religieux qui gravitaient autour de l'Église de la Compassion. Ces hommes-là aussi ont dû prendre position. Et beaucoup d'entre eux ont choisi de se distancer du pasteur Marcelo. Non pas par lâcheté, non pas par opportunisme, mais parce que leur propre intégrité, leur propre crédibilité, leur propre mission spirituelle était en jeu. Au centre névralgique de toute cette affaire. Parce que si les 6 segments précédents vous ont permis de comprendre les contours de cette histoire, de mesurer sa complexité humaine et émotionnelle, ce 7e segment va vous révéler ce qui est peut-être l'élément le plus explosif, le plus déroutant et le plus lourd de conséquences de toute l'affaire Pasteur Marcelo. Un élément que beaucoup suspectaient, un élément que certains chuchotaient depuis longtemps dans les couloirs, mais un élément que personne n'osait véritablement mettre en lumière de façon frontale et directe. Ce soir, nous allons le faire. Ce soir, nous allons parler de la franc-maçonnerie. Oui, vous avez bien entendu. Au cœur de cette affaire qui mêle mort suspecte, disparition inexpliquée et trahison spirituelle, surgit un aveu qui a littéralement fait l'effet d'une bombe dans la communauté chrétienne de Lubumbashi. Le pasteur Marcelo lui-même aurait reconnu son appartenance à la franc-maçonnerie. Un homme d'église, un pasteur, un homme qui se présentait chaque semaine devant ses fidèles comme un serviteur de Dieu, comme un guide spirituel, comme un berger dévoué à son troupeau. Cet homme-là aurait admis appartenir à une organisation dont les pratiques, les rituels et les engagements sont radicalement incompatibles avec les valeurs qu'il prêchait depuis sa chair. Et cet aveu, mesdames et messieurs, a tout changé. Mais avant d'aller plus loin, posons les bases. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? Pourquoi cet aveu crée-t-il un tel séisme dans une communauté chrétienne? La franc-maçonnerie est une organisation fraternelle dont les origines remontent à plusieurs siècles. Une organisation qui fonctionne sur le principe du secret, de l'initiation progressive et d'engagement pris entre membres. Dans de nombreuses communautés chrétiennes en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo, la franc-maçonnerie est perçue non pas comme une simple organisation culturelle ou philosophique, mais comme une structure occulte, incompatible avec la foi chrétienne et associée dans l'imaginaire collectif à des pratiques mystiques, à des sacrifices et à des pactes avec des forces spirituelles contraires à Dieu. Voilà pourquoi cet aveu a provoqué un tremblement de terre dans la communauté de l'Église de la Compassion. Parce que comprenez bien ce que cela signifie concrètement. Si le pasteur Marcelo était effectivement membre de la franc-maçonnerie pendant toutes ces années où il prêchait devant ses fidèles, cela veut dire que chaque sermon, chaque prière, chaque imposition des mains, chaque moment de direction spirituelle était accompli par un homme qui menait une double vie.
Un homme qui, d'un côté, se présentait comme un serviteur de Dieu, et de l'autre, honorait des engagements secrets, participait à des rituels cachés et obéissait à une hiérarchie invisible que ses fidèles ne soupçonnaient même pas. C'est une trahison d'une ampleur extraordinaire. Une trahison qui ne touche pas seulement à la confiance personnelle, elle touche à la foi elle-même. Elle touche à ce que les gens ont de plus sacré, de plus intime, de plus précieux en eux. Et maintenant, reliez cet aveu à tout ce que nous avons évoqué dans les segments précédents. Reliez cet aveu aux rumeurs de sacrifice autour de la mort de Blanche Tounassi. Reliez cet aveu à l'idée que Blanche connaissait les secrets de son mari. Reliez cet aveu à la fuite précipitée du pasteur face à la justice. Soudainement, les pièces du puzzle commencent à s'assembler d'une façon qui donne le vertige. Si le pasteur Marcelo appartenait à la franc-maçonnerie, si cette appartenance impliquait des engagements que Blanche Tounassi connaissait, alors la mort ou la disparition de cette femme prend une dimension radicalement différente. Elle n'est plus seulement une tragédie personnelle, elle devient potentiellement la conséquence directe de secrets trop lourds à porter, de secrets que quelqu'un, quelque part, avait décidé de protéger à n'importe quel prix. Il y a également une question que beaucoup de fidèles se posent ce soir avec une angoisse palpable. Une question simple, mais dévastatrice. Si le pasteur était franc-maçon, si ses pratiques spirituelles étaient fondamentalement différentes de ce qu'il affichait publiquement, alors que valaient toutes ces années de prière? Que valaient tous ces moments de dévotion, tous ces actes de foi accomplis sous sa direction? Les fidèles se sentent non seulement trahis dans leur confiance, mais également trahis dans leur intimité spirituelle la plus profonde. Et cette trahison-là est peut-être la plus difficile à surmonter, parce qu'elle touche à l'âme, parce qu'elle touche à Dieu lui-même. Ce qui aggrave encore davantage la situation, c'est que cet aveu ne vient pas d'un ennemi du pasteur. Il ne vient pas d'un témoin hostile cherchant à le détruire. Il vient, selon les informations dont nous disposons, du pasteur lui-même. Mesdames et messieurs, nous poursuivons. Et après la révélation fracassante de la scène précédente sur la franc-maçonnerie, après ce séisme spirituel qui a ébranlé toute une communauté jusqu'à ses fondations, nous allons maintenant nous tourner vers ceux qui, dans toute cette affaire, ont peut-être le plus souffert en silence. Ceux qui ont attendu le plus longtemps. Ceux qui ont pleuré dans l'ombre pendant que le monde débattait, spéculait et s'agitait autour d'eux. Ce soir, nous allons donner toute la place qu'elle mérite à la famille de Blanche Tounassi. Parce que dans cette affaire, ils ne sont pas des figurants. Ils ne sont pas de simples témoins passifs d'un drame qui les dépasse. Ils sont au cœur de tout. Et leur voix ce soir doit être entendue. Imaginez un instant ce que représente la position de la famille de Blanche Tounassi dans cette histoire. Imaginez ce que c'est que de perdre un être cher dans des circonstances aussi floues, aussi troublantes, aussi douloureuses. Imaginez ce que c'est que de ne pas avoir de réponse claire sur ce qui est arrivé à votre fille, à votre sœur, à votre mère. Imaginez ce que c'est que de regarder le monde continuer à tourner autour de vous pendant que vous restez figé dans une douleur que personne ne peut vraiment comprendre de l'extérieur. Et maintenant, ajoutez à cela une dimension supplémentaire, une dimension qui rend cette situation encore plus complexe et encore plus déchirante. La famille de Blanche Tounassi n'est pas simplement une famille endeuillée qui réclame justice de l'extérieur. Non. Une partie de cette famille a fait un choix qui a surpris beaucoup de monde. Un choix inattendu. Un choix courageux. Un choix qui dit beaucoup sur leur foi, sur leur force et sur leur détermination à trouver la vérité par tous les moyens possibles. En effet, des membres de la famille de Blanche Tounassi ont rejoint l'Église de la Compassion. Cette même Église, dirigée par l'homme qu'ils soupçonnent d'être responsable de la mort ou de la disparition de leurs proches. Cette même Église qui est aujourd'hui au centre de la tourmente. Ce choix, de prime abord, peut sembler paradoxal. Il peut même sembler incompréhensible.
Pourquoi rejoindre l'église de celui que vous accusez? Pourquoi prier dans les mêmes murs que ceux qui ont peut-être assisté en silence à la disparition de votre fille? Pourquoi rester dans cet espace chargé de douleur et de trahison plutôt que de s'en éloigner définitivement? La réponse, quand on la comprend vraiment, est d'une logique implacable. La famille de Blanche n'est pas venue dans cette église par naïveté. Elle n'est pas venue par faiblesse. Elle est venue par stratégie, par détermination, par amour pour Blanche. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. La vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches se trouve à l'intérieur de ces murs. Elle se trouve dans les témoignages des fidèles qui ont tout vu. Elle se trouve dans les comportements, dans les attitudes, dans les silences de ceux qui gravitaient autour du pasteur. Et pour accéder à cette vérité, il fallait être là. Il fallait être présent. Il fallait s'immerger dans cet espace et faire confiance au fait que la vérité, tôt ou tard, finit toujours par se révéler à ceux qui ont la patience et le courage de l'attendre. Et puis, il y a quelque chose d'autre dans ce choix. Quelque chose de profondément spirituel. La famille de Blanche Tounassi est une famille de foi. Une famille qui croit sincèrement que Dieu voit tout, entend tout, et juge avec une justice que les tribunaux des hommes ne peuvent pas toujours garantir. En rejoignant l'Église de la Compassion, ils ne valident pas les actes du pasteur Marcelo. Ils ne lui accordent pas leur pardon prématuré. Ils affirment simplement que leur foi est plus grande que la trahison d'un homme, que leur relation avec Dieu ne saurait être détruite par les crimes présumés d'un pasteur, et que c'est précisément dans cet espace, dans cette Église meurtrie, que la lumière de la vérité a le plus de chances de jaillir. Mais ne nous y trompons pas. Derrière cette posture spirituelle et stratégique, il y a une douleur immense. Une douleur que les mots peinent à décrire. Ces membres de la famille qui s'assoient chaque semaine dans les bancs de cette église portent un poids que peu de personnes peuvent imaginer. Ils regardent les murs qui ont peut-être abrité les derniers jours de Blanche. Ils croisent des gens qui la connaissaient. Ils entendent son nom prononcé dans les prières et dans les conversations. Et ils continuent. Ils continuent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que abandonner, ce serait abandonner Blanche. Ce serait lui dire que sa vie ne valait pas qu'on se batte pour elle. Et ça, la famille de Blanche Tounassi ne peut pas se le permettre. Ce qui est également remarquable dans la prise de parole de la famille, c'est sa retenue. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Nous arrivons à ce moment de notre émission qui est peut-être le plus attendu, le plus chargé de tension et le plus lourd de questions sans réponse. Nous arrivons au moment où tout se cristallise, où tout converge vers un seul point, où toutes les rumeurs, toutes les accusations, toutes les douleurs, toutes les trahisons que nous avons évoquées depuis le début de cette émission aboutissent à un seul acte. Un acte qui en dit plus long que n'importe quel discours. Un acte qui résume à lui seul toute la complexité, toute la lâcheté et peut-être toute la culpabilité d'un homme acculé par la vérité. Ce soir, nous allons vous parler de la disparition du pasteur Marcelo. De ce moment précis où cet homme a choisi de s'évaporer dans la nature plutôt que de faire face à ce qu'il avait semé. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une disparition. Pas une absence temporaire. Pas un voyage discret dont la durée était connue. Pas un retrait spirituel planifié et annoncé à sa communauté. Non. Une disparition pure et simple. Du jour au lendemain, le pasteur Marcelo n'était plus là. Sa chair était vide. Son téléphone silencieux. Son domicile déserté. Et ceux qui le cherchaient, qu'il s'agisse de la justice, de sa famille, de ses fidèles ou des membres de la famille de Blanche Tounassi,
se retrouvait face à un vide total, face à une absence qui criait plus fort que n'importe quelle présence. Pour comprendre pleinement ce que représente cette disparition, il faut se replacer dans le contexte exact dans lequel elle s'est produite. Le pasteur Marcelo était un homme sous pression maximale. De tous les côtés, les murs se resserraient autour de lui. La justice congolaise l'avait convoqué et attendait qu'il se présente pour répondre des accusations pesant contre lui. Ses fidèles, ces hommes et ces femmes qui avaient tout donné pour son Église, l'avaient publiquement rejeté et réclamé des explications sur la mort de Blanche Tounassi. Ses propres enfants avaient pris leur distance et s'étaient joints à ceux qui l'accusaient. La famille de Blanche avait investi son Église et attendait la vérité avec une détermination sans faille. Et par-dessus tout cela, son aveu d'appartenance à la franc-maçonnerie avait définitivement détruit ce qui restait de sa crédibilité spirituelle aux yeux de la communauté. Un homme cerné de toutes parts, un homme sans issue apparente, un homme dont chaque porte semblait se fermer l'une après l'autre. Et face à tout cela, le pasteur Marcelo a fait un choix. Un choix qui en dit long sur sa nature profonde, sur ce qu'il est vraiment au-delà des sermons et des prières. Il a choisi la fuite. Il a choisi de disparaître plutôt que d'affronter, de se cacher plutôt que de s'expliquer, de fuir la lumière plutôt que de laisser la vérité éclater au grand jour. Et cette fuite, mesdames et messieurs, est en elle-même un message que tout le monde a entendu, même si personne ne l'a formulé clairement. Parce qu'un homme innocent ne fuit pas. Un homme qui n'a rien à se reprocher ne disparaît pas dans la nature quand la justice frappe à sa porte. Un homme qui a la conscience tranquille ne laisse pas derrière lui une communauté entière dans la confusion, la douleur et l'abandon. Mais la disparition du pasteur Marcelo soulève également des questions pratiques, concrètes et urgentes. Où est-il ? Comment a-t-il organisé sa fuite ? A-t-il été aidé ? Y a-t-il des complices autour de lui ? Des personnes qui savaient, qui planifiaient, qui ont facilité son évasion discrète ? Est-il encore sur le territoire congolais ? Quelque part dans l'immensité du pays, caché dans une ville que personne ne penserait à surveiller ? Ou a-t-il réussi à franchir une frontière, à quitter le pays, à se mettre hors de portée de la justice congolaise ? Ces questions ne sont pas anodines. Elles déterminent la nature et la portée des recherches qui doivent être menées. Et pour l'instant, personne ne semble avoir de réponse définitive. Ce qui aggrave encore davantage la situation, c'est l'impact de cette disparition sur ceux qui ont été laissés derrière. Pensons aux fidèles de l'Église de la Compassion qui se retrouvent soudainement sans leader, sans guide, sans la figure autour de laquelle toute leur vie spirituelle était organisée depuis des années. Pensons aux enfants du pasteur qui doivent maintenant porter le double fardeau de la honte et de l'abandon. Leur père les a non seulement trahis par ses actes présumés, mais il les a également abandonnés en disparaissant sans un mot, sans une explication, sans même leur laisser la dignité d'un au revoir. Pensons enfin à la famille de Blanche Tounassi, qui voyait dans la comparution du pasteur devant la justice une opportunité enfin d'obtenir les réponses qu'elle attendait depuis si longtemps, et qui se retrouve aujourd'hui avec un vide supplémentaire, une frustration supplémentaire, une douleur supplémentaire à porter. Une histoire qui continue de s'écrire, heure après heure,
dans les rues de cette ville, dans les cœurs de ceux qui souffrent et dans les consciences de ceux qui savent, mais qui n'ont pas encore eu le courage de parler. Ce soir, nous terminons là où tout devrait finir, là où tout devrait aboutir, là où toutes les routes de cette affaire convergent vers un seul mot qui résume tout, un seul mot que des milliers de personnes portent dans leur cœur depuis trop longtemps. Ce mot, c'est la vérité. La vérité. Ce mot simple en apparence, mais d'une complexité redoutable dans la réalité. Parce que dans l'affaire Pasteur Marcelo, la vérité n'est pas un bloc monolithique et évident que tout le monde peut voir et toucher. Elle est fragmentée. Elle est dispersée entre des dizaines de témoignages, de rumeurs, d'accusations, de versions contradictoires qui se superposent et se contredisent depuis le début de cette tragédie. Elle est enfouie quelque part entre la mort ou la disparition de Blanche Tounassi, l'aveu d'appartenance à la franc-maçonnerie, la fuite précipitée du pasteur et le silence de ceux qui savent, mais qui n'osent pas encore parler. Et tant que tous ces fragments ne seront pas rassemblés, tant que toutes ces pièces ne seront pas mises ensemble avec courage et honnêteté, la vérité complète restera hors de portée. Alors ce soir, depuis ce micro, depuis cet espace que vous nous accordez chaque soir pour vous informer, pour vous éclairer et pour porter les voix de ceux qui ne peuvent pas se faire entendre seuls, nous lançons un appel solennel, un appel urgent, un appel qui s'adresse à chacune et à chacun d'entre vous, où que vous soyez ce soir, quelle que soit votre relation avec cette affaire, quelle que soit la nature de ce que vous savez ou de ce que vous avez vu. Cet appel, le voici. Si vous savez quelque chose, parlez. Si vous avez vu quelque chose, témoignez. Si vous avez entendu quelque chose, dites-le. Parce que dans une affaire comme celle-ci, chaque témoignage compte. Chaque information compte. Chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse vous paraître, peut être la pièce manquante qui permettra enfin de reconstituer le puzzle et de faire éclater la vérité au grand jour. Cet appel s'adresse d'abord aux fidèles de l'Église de la Compassion, ces hommes et ces femmes qui ont vécu au plus près de cette histoire, ces gens qui ont vu le pasteur Marcelo de près, qui ont observé son comportement, qui ont peut-être été témoins de choses qu'ils n'ont jamais osé raconter par peur, par loyauté mal placée, ou par simple incrédulité face à ce qu'ils avaient vu. Ce soir, nous vous disons ceci. Votre silence ne protège personne. Votre silence ne protège pas le pasteur qui a déjà choisi de fuir. Votre silence ne protège pas l'Église qui a déjà été éclaboussée par ce scandale. Votre silence ne protège que l'injustice. Et l'injustice, elle, n'a pas besoin de protection supplémentaire. Elle en a déjà eu trop pendant trop longtemps. Cet appel s'adresse ensuite aux membres de la famille de Blanche Tounassi, à ceux qui sont déjà debout et qui se battent avec une dignité admirable, mais aussi à ceux qui se taisent encore, à ceux qui ont peur, à ceux qui pensent que parler pourrait les mettre en danger ou aggraver une situation déjà suffisamment douloureuse. Nous leur disons ce soir avec toute la bienveillance et tout le respect que nous leur devons. Votre parole est votre arme la plus puissante. Votre témoignage est votre force la plus grande. Et Blanche, où qu'elle soit ce soir, attend que vous ayez le courage de parler en son nom. Cet appel s'adresse également aux enfants du pasteur Marcelo, ces jeunes qui portent un fardeau que personne n'aurait dû leur imposer, ces enfants qui se retrouvent pris entre la loyauté filiale et la révolte légitime face à ce qu'ils savent ou à ce qu'ils suspectent sur leur père. Nous leur disons ce soir que leur douleur est compréhensible, que leur confusion est normale,
que personne ne peut leur reprocher d'avoir du mal à naviguer entre l'amour qu'ils portent à leur père et la colère qu'ils ressentent face à ces actes présumés. Mais nous leur disons aussi que la vérité, même quand elle fait mal, même quand elle oblige à regarder en face des réalités que l'on préférerait ignorer, est toujours préférable au mensonge. Toujours, sans exception. Et puis cet appel s'adresse au pasteur Marcelo lui-même. Où qu'il soit ce soir, quelle que soit la cachette qu'il a choisie.